à Nono Saadi. Nous sommes très heureux qu'après tant d'atermoiements dus à des causes diverses et complexes, nous puissions enfin nous retrouver pour cet hommage à Nordine Saadi qui nous a quittés le 14 décembre 2017, donc il y a un peu plus d'un an, aux différentes raisons qui ont fait reporter à chaque fois cet hommage. Il y en a sûrement une qui est de l'ordre de la difficulté à croire à son décès. Un hommage est un acte d'amitié et un témoignage d'affection et de gratitude, mais c'est aussi un moment rédhibitoire où l'évidence de la séparation devient cruelle. La mort et ses mauvaises manières, comme dirait Tahar Djaout, c'est une phrase de Tahar Djaout, n'a pas emporté Nono Saadi, elle l'a presque kidnappé, d'où ce sentiment de sidération et même une forme de scepticisme. On s'attendait franchement à ce qu'il revienne. Alors, on a un programme très chargé, donc je vais demander aux gens qui vont faire des témoignages d'être le plus concis possible pour que tout le monde puisse parler. J'ai le bonheur d'avoir Ali Cherki à mes côtés et Farid Saadi, la fille aînée de Nono. On a aussi Qais qui est quelque part, qui est là, qui va avec son épouse, qui va tout à l'heure peut-être dire deux mots, mais en tout cas nous jouer un morceau de Oud. Et puis on aura, j'annoncerai les intervenants au fur et à mesure. On va commencer par un témoignage de Sadr Hajras qui n'a pas pu venir vraiment à l'extrême limite. Il a envoyé son message qui va être lu par Saïd Mabri. Je peux en témoigner depuis le jour où il y a un demi-siècle, dans les années 60, de la noire répression du pouvoir, j'avais pu le rencontrer clandestinement face au parc Morillon sur le boulevard du Télémli, avant de poursuivre avec lui une longue et fructueuse discussion en voiture. Mon témoignage concernera surtout son parcours de militant organique, celui où je l'ai davantage côtoyé. Mais ce parcours militant est inséparable de sa sensibilité humaine. Comme pour beaucoup d'autres, c'était la nature et le talent de Nono de joindre le sentiment et la claire volonté militante. Deux traits caractérisaient à mon avis ses contributions et le faisaient particulièrement apprécier des militants de terrain. D'abord, le souci d'objectivité et de rigueur démonstrative, loin des slogans répétitifs, de la langue de bois et des injonctions normatives. Ensuite, lié à cette préoccupation pédagogique, le souci de coller aux réalités sociales et aux luttes en marche. Après l'immense déception du début de la décennie 90 qui l'a profondément affecté, Nono est parti en exil, la mort dans l'âme, orphelin de tous les cadres d'organisation qui portaient jusque-là son combat. Dépassant son chagrin moral et intellectuel, il fut de ceux qui n'ont pas baissé les bras et ont poursuivi fondamentalement ses luttes et ses efforts de création dans des cadres et des formes nouvelles. L'ACB est l'un de ces havres de culture qui a abrité la revalorisation des valeurs et des luttes passées, plus que jamais tourné vers un avenir à reconstruire. Nono est l'un de ceux qui, par son humanisme intelligent, pathétique et vigoureux, m'a aidé à entretenir en moi la foi indestructible dans le combat essentiel pour les droits de l'homme et du citoyen dans toutes leurs dimensions. Chacun de nous, quelle que soit sa philosophie, sera concerné à son tour par la belle métaphore de Nadine Hikmet, « Adieu la vie, bonjour l'univers ». Jusque-là, je garderai toujours en moi, comme un talisman pour la pensée et l'action, les paroles d'empathie chaleureuse et lucide que Nono me glissa en aparté à l'issue d'une conférence, débat, tenue ici dans ce même local. Je suis persuadé que ce même message continuera à bruire dans les oreilles et à inspirer les actes de ceux qui ont partagé ces combats et qui gardent, quoi qu'il arrive, la même foi en les capacités humaines. Sadr Hajras, 22 janvier 2019. Merci Farid.
Nono Saadi était, j'allais presque dire d'abord un juriste et un professeur de droit. J'appelle Ali Benchna. Le paradoxe de Nono, c'est qu'il se prétendait non juriste. C'était évidemment un grand humoriste devant l'Éternel. Il a dû le dire à un certain nombre d'entre vous, mais en réalité, c'est faux. Et comme le droit est une affaire de preuve, il m'appartient devant vous de dire que pour une fois au moins, Nono s'est trompé, c'était un véritable juriste. C'était un véritable juriste parce qu'il a été d'abord professeur à la faculté de droit d'Alger. Il a poursuivi sa carrière à l'université d'Artois. Et je sais que, à l'occasion de son dernier cours de droit constitutionnel, ses étudiants se sont levés, debout, l'ont acclamé. C'est un vieil usage des facultés de droit, qui sont en général des facultés réactionnaires, dit-on. Mais l'hommage qui lui a été rendu à Douai est particulièrement remarquable, car les étudiants d'aujourd'hui ne savent plus reconnaître les mérites de leurs enseignants. C'est ainsi. Lorsqu'on voit le parcours de Nono, je l'ai connu au lycée, au lycée Miranda Kader, il est un peu plus âgé que moi, on peut s'étonner qu'effectivement, il ait pris une inscription à la faculté de droit d'Alger comme étudiant. Nono va s'intéresser au droit de la nationalité. Mais à quel droit de la nationalité? Au droit de la nationalité littéraire. Un être étrange venu d'ailleurs. Hein, moi qui ai écrit dans une encyclopédie un fascicule sur le droit de la nationalité, je crois que j'ai été complètement ébahi lorsqu'il m'a parlé de la nationalité littéraire. Je n'avais jamais réfléchi à ce concept, de la même façon qu'on peut parler de la nationalité d'une œuvre cinématographique, etc. Il l'a fait avec toujours cet amour du sous-titre dans ses différentes contributions. La nationalité littéraire en question, de quoi? Exercice à propos de quoi? À propos de la littérature algérienne d'expression française. Dans un colloque. Oui. Il a publié dans les Annales de l'Afrique du Nord. En réalité, et c'est la seule confidence que je vous fais ce soir, vous attendez pas plus de votre part, Nono n'a pas eu seulement un désir d'écriture que le droit, pour ce qu'il en avait conclu, ne pouvait plus combler. Il s'est voulu, personne ne le sait, il s'est voulu également protecteur des œuvres de l'esprit. Je l'avais sollicité pour faire partie d'un groupe de travail qui s'attelait à la révision de la législation algérienne relative à la propriété littéraire et artistique. Alors, au début, il m'a dit, mais je ne suis pas juriste, je ne veux pas faire partie de ton groupe de travail. Et, comme je connaissais ses faiblesses, je dis, non, mais c'est justement parce que tu n'es pas juriste que tu vas faire partie de ce groupe de travail qui va s'occuper de droit. Et en pensant à ce que je vous raconte ce soir, je me suis souvenu de sa satisfaction de faire partie de ce groupe qui se réunissait tous les mercredis après-midi, lorsque on quittait ce groupe pour aller boire tranquillement un verre, de sa satisfaction d'apporter sa curiosité, son intelligence, ses angoisses et ses questionnements à la réflexion. Et pour moi, c'est l'un des souvenirs les plus marquants de ma relation avec Nono. Merci beaucoup de votre attention. Un de ses anciens étudiants au début des années 70 à l'université d'Alger, Bachir Dahak, qui a écrit un texte, il se souvient de Nono, prof de droit. Voilà, c'est Marie-Joëlle Rupp qui va nous lire le message de Bachir Dahak, qui est à mon Pour les étudiants en droit que nous étions, à la rentrée de septembre 1972 à Ben Aknoun,
la rencontre avec Nourdine Saadi a été souvent décisive, car une véritable césure allait se faire entre deux catégories de juristes. D'une part, ceux qui s'apprêtaient à apprendre par cœur les différents codes, à se familiariser au mieux avec les raisonnements des nombreuses jurisprudences et se préparer ainsi aux postures professionnelles classiques. Fonctionnaires, juristes d'entreprise, avocats, notaires. Beaucoup d'enseignants de l'époque, Bout, Salah Bey, Ben Mella, Fesneau, Terki, Berchiche, restituaient une formation juridique classique dans laquelle le droit n'était qu'une mécanique de normes à connaître, sans impact et sans effet sur les sociétés qui les produisaient. D'autre part, ceux qui, grâce à Nourdine Saadi, et d'autres évidemment, allaient rapidement comprendre que le droit n'est que l'expression normative des rapports socio-économiques qui structurent ou définissent une société et parfois engagent ou hypothèquent son avenir. Cette grille de lecture sociologique ou marxiste du droit nous était particulièrement nécessaire puisque notre arsenal législatif était soit lacunaire, soit directement issu du droit français. Et contrairement à l'enseignement qui consistait à exposer le droit dans la froideur de ses codes, nous pouvions déjà nous poser une question essentielle. Quel type de droit pour quel type de société? Nourdine Saadi avait été choisi par Michel Miaille pour prolonger ce cours essentiel en première année qui était en réalité une introduction critique au droit, amenant aux juristes des éclairages sociologiques, historiques et philosophiques, malgré les attaques répétées de ceux qui criaient haut et fort, et surtout à tort, que les juristes n'avaient nullement besoin de connaître Ibn Khaldoun, Durkheim ou Marx. Quelques années plus tard, ils finiront par avoir gain de cause en replongeant l'enseignement du droit dans sa tiédeur ancestrale. L'arabisation effrénée finissant par éloigner toute perspective de repenser le droit comme une science humaine. Je sais ce que je dois à l'enseignement de Nourdine Saadi, qui restera éternellement la double figure du juriste et du penseur, infatigable défricheur de questions centrales, bien au-delà du droit, comme la place de l'art et de la littérature, le rôle de la femme ou la liberté syndicale dans une société bridée par les archaïsmes des uns et le mercantilisme des autres. Un dernier mot à propos de la curiosité de Nourdine Saadi. Rentrée de Montpellier en 1982, après avoir soutenu une thèse de droit public consacrée au phénomène associatif, dont j'ai déposé un exemplaire à la faculté de droit de Ben Aknoun, Nourdine Saadi en a été le premier lecteur attentif. Bachir Dahak. On a le bonheur d'avoir Najat Rada, que je connais comme ça. Il a été une très grande figure du syndicalisme en Algérie. Et cette multiplicité de talents, cette multiplicité d'intérêt, d'éléments d'intérêt chez Nourdine Saadi est quelque chose d'assez fascinant. Et je pense qu'il est peut-être l'unique phénomène dans cette société algérienne qui conjoint toutes les préoccupations de la société. Les préoccupations économiques, donc syndicales, artistiques, juridiques, etc. Et Sedali Belchneb a bien montré comment le droit, l'activité de juriste de Nono était un fil que l'on pouvait tirer de la pelote, mais un fil qui pouvait donc nous conduire aux autres.
Moi, j'ai la faiblesse de penser que toutes ces activités et tous ces talents étaient subsumés par son besoin fondamental d'expression artistique. La Maison de Lumière, on voit cette préoccupation qui a été celle du juriste en particulier du problème de la généalogie. Hein, la situation de l'individu et de l'individu autonome et de l'individu qui est soucieux de trouver sa voie personnelle, sa voie propre. Donc comment cet individu s'inscrit dans une généalogie avec ou contre, pour ou contre cette généalogie. Et ça, c'est un filon qui court tout au long. Je termine puisque c'est de littérature qu'il est question, en disant que son écriture, qui est d'une transparence à toute épreuve, est aussi une écriture d'une très grande opacité. Parce que précisément, il y a une sorte de sédimentation de plusieurs couches de réflexion. Je sais qu'il va être question de psychanalyse et que sonder les profondeurs de la pensée et les profondeurs de l'inconscient relève d'une science bien maîtrisée par notre ami. Mais cette superposition de couches de sens, en quelque sorte, dans l'écriture de Nono, et qui, malgré tout, donne l'impression d'une très grande transparence, et je trouve un exploit littéraire. À mes yeux, c'est vraiment sa marque de fabrique. À la fois transparence et profondeur, et donc opacité en même temps. Excusez-moi de cette improvisation un peu... Merci Nadia. Nono Saadi, ami des peintres, des artistes, c'est la communication d'Ali Silam que va nous lire encore Farid Mamri. Et quelques lignes ne sont que quelques repères, les premiers jalons, une petite incursion sur le long chemin qui reste à explorer pour saisir les rapports qu'entretenait Nourdine avec ses amis artistes. J'en suis encore me poser la question, comment s'habituer à un présent où il faut parler de Nourdine au passé? Toutes ces questions et bien d'autres encore me brouillent l'esprit. Nono, à l'évocation de ce petit nom solaire, s'anime à l'univers culturel où foisonnent les artistes venus de divers horizons, peintres, poètes, chanteurs, dramaturges. La critique d'art occupe depuis le XIXe siècle une place notable dans la production littéraire contemporaine, liant ainsi l'artiste et écrivain. Nourdine s'inscrit dans cette lignée et nombre de ses textes sont consacrés à des artistes. Amateur avisé, il sait percevoir chez les artistes et dans leurs œuvres tous les éléments artistiques susceptibles de permettre au public d'entrer dans leur univers. En poète visionnaire, en guetteur singulier, il s'est allié travail et amitié. Il s'est contribué à réunir l'artiste et l'écrivain dans un même élan créateur avec une éloquence généreuse, un enthousiasme expansif. Il aime à exprimer, à dire, à faire connaître ses découvertes, ses émerveillements. Ces textes sont des odes à la gloire de ses amis créateurs et son regard libre de frère voyant, entre guillemets, est apprécié des artistes. À l'occasion des nombreux échanges que nous avons eus au moment de la rédaction de tel ou tel de ces ouvrages ou de certaines actions que nous avons menées ensemble, je crois avoir découvert, peut-être avec peut-être un peu compris ce que représente pour lui ces ces accompagnements qu'il aime effectuer avec des artistes, avoir compris dans quel état d'esprit il aborde son travail d'écriture. Nourdine ne conçoit l'art que dans sa dimension festive, dans ses écrits qui vont à la rencontre d'une œuvre picturale, on devine un sentiment de joie intense qui lui fait rechercher
la formule consensuelle, le mot juste, qui vont témoigner de son empathie. Il ne cède cependant pas à une critique convenue ou inconsistante, proposant ainsi des affirmations tranchées, prétendant tout expliquer. Les entretiens qu'il réalise avec les artistes, Denis Martinez par exemple, se déroulent autour du parcours des artistes et des œuvres susceptibles d'intéresser le plus grand nombre. Si les ressources et les moyens créatifs auxquels l'artiste recourt et qui sont si étroitement imbriqués dans la profondeur de son art, sollicitent son imagination et titillent son désir d'écrire, Nourdine consent à entrer dans l'œuvre, à engager sa vision de l'œuvre tout en se gardant, au niveau du commentaire, de toute forme d'appropriation. Et pour finir, je dirais donc que pour Nourdine, le créateur doit se montrer opiniâtre. Par son expression, son geste, son style, il doit contribuer à la célébration de l'art. Par sa sincérité, la qualité de son regard affranchi, il doit se tenir loin des affecteries et des coquetteries d'artistes ainsi qu'il écrit. Ces 2 ou 3 dernières années, quand on avait Nourdine au téléphone, il concluait inévitablement nos discussions de Tamalou. Ta-mal-ou. Par les mots, que veux-tu, c'est cela la vieillerie. Il préférait vieillerie à vieillesse. Il nous a été ravis par le crabe à l'âge de l'espérance. J'aimerais que ces quelques mots ne résonnent pas comme une oraison funèbre. J'aimerais qu'ils nous aident à garder intact le souvenir de Nourdine l'enchanteur, de la beauté qu'il se met sous les pas de sa démarche balancée et nonchalante. Il est de ceux qui donnent du sens à notre temps, de ceux qui ne veulent pas une existence en demi-teinte, monotone, confinée, et qui, en consumant leur vie, éclairent la nôtre. Un dernier conseil, les copains. Réservez une petite place sur vos étagères au livre de notre ami. Vous serez enchantés demain de le savoir à vos côtés. Merci. Merci Ali, merci Farid. Nono était aussi l'ami des artistes, mais comme l'a rappelé Ali Silem, il a fait un livre avec Houria Haïchi qui nous fait le plaisir d'être là. Une relation avec Nourdine. Je disais la dernière fois que nous nous étions rencontrés quand j'étais au lycée pensionnaire à Constantine et nous ne nous sommes plus jamais quittés pour longtemps. Et il a traversé ma vie de femme, d'Algérienne, d'artiste pendant de nombreuses décennies, pour ne pas dire plus. En entendant M. Betchner parler de Nounou, je me disais à moi-même, mais en fait, pendant 40 ans, j'ai fréquenté ce monsieur, cet homme, et jamais dans ma relation avec lui, je n'ai vu le juriste. Je savais bien qu'il était professeur des arts, enfin ça je le savais bien, j'en avais conscience, mais dans ma relation avec lui, ça n'a jamais été présent. Voilà. Ce que je me dis d'ailleurs à moi-même assez souvent quand je pense à lui, c'est qu'il a été présent, il a été mon ami, il a été d'une très grande affection à mon égard, je dirais, je sais pas, quelque chose qui serait de l'ordre du respect pour la femme que j'étais. Voilà. Merci. Merci. Là, je vais donner la parole, puis la transition est faite, pour Aïcha Bendouba qui va nous parler justement de la question femme chez Mme Sali. Ce dont je voudrais parler par rapport à Nono, c'est ce courage intellectuel. C'est ce courage intellectuel dont il a fait preuve en allant quand même sur un terrain sur lequel peu se sont hasardés, notamment sur la question des femmes. Je ne dis pas que la question des femmes n'a pas été... il y a une littérature abondante sur la question, mais la manière dont il l'a abordée, c'est-à-dire en s'appropriant des
une théorie vraiment révolutionnaire à l'époque, des concepts tout neufs, était quand même assez étonnante de sa part, ce qui me fait dire quelque part qu'il est à la fois philosophe, féministe et aussi bien sûr juriste comme on l'a dit, mais pas que. Donc je voudrais témoigner de cela et plus exactement à partir d'un vécu tout personnel. Nous sommes à la fin des années 80, début des années 90 à Alger, bon, à la veille, comme tout le monde le sait, de ces années terribles, ce qui fait que certaines choses, peut-être certains projets n'ont pas pu être menés à bout. Et moi, personnellement, à l'époque, j'étais fortement impliquée dans le mouvement des luttes des femmes. Il faut dire qu'au sein de ce mouvement, le mouvement n'a pas été, du moins, on ne théorisait pas l'action de ce mouvement parce que, pour différentes raisons, parce que les coups venaient de partout, parce qu'il y avait des urgences, etc. Mais personnellement, de par ma formation de philosophe, j'avais besoin de prendre de la distance par rapport à mes pratiques, et notamment par rapport à mes pratiques militantes. Du coup, donc, je m'étais engagée un petit peu dans des recherches sur le mouvement des femmes, les luttes des femmes, à travers l'histoire, à travers le monde, et des études, sur des études, je m'étais engagée dans des études féminines sur le concept de genre. Troisième chose, je dirais que le fait qu'en s'appropriant relativement tôt dans le contexte algérien de l'époque de cette nouvelle problématique de genre, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus parce que en fait cette problématique de genre n'est pas simplement qu'une question d'ordre théorique, elle a des implications politiques très fortes. Bon, c'est pas le lieu ni le moment d'en parler, mais c'est une question fondamentale pour aborder justement la question des femmes. Donc en s'appropriant ce nouveau concept de genre qui était, on est dans les années 90, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas par exemple il n'y a pas de département de genre dans les universités algériennes, il n'y a pas de chercheurs ni de chercheuses dans le domaine. Depuis peut-être, on en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais fin des années 80, début des années 90, c'était un concept vraiment émergent, très nouveau. Donc peut-être qu'il y avait une seule intellectuelle, à qui d'ailleurs au passage moi je dois beaucoup, et qui est décédée depuis une vingtaine d'années, la seule intellectuelle qui a abordé cette question-là, et c'est d'ailleurs l'essentiel de ses travaux, c'est Monique Dadan-Benzine, qui a traité qui s'est investie complètement, qui a apporté beaucoup, c'est la seule pratiquement. Mais autrement, en Algérie, ce concept, ou du moins cette approche, cette problématique-là, cette façon d'approcher les choses, qui a une fonction heuristique sur le plan politique extrêmement importante, parce qu'elle permet de mieux comprendre, de mieux analyser, de mieux agir sur la réalité et sur les choses, était complètement méconnue. Donc c'est le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est le fait qu'en s'appropriant tôt donc de ce concept, il casse un schéma de pensée lié justement à cette problématique traditionnelle de la condition féminine, cette approche qui est encore partagée, qui est encore dans les esprits, encore dans, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu le pluripartisme en Algérie, plein de partis politiques pour séduire l'électorat féminin se sont mis à créer des secrétariats à la condition féminine. Ça veut tout dire. C'est peut-être un peu dur, mais c'est ça. Mais il y a de la bonne volonté derrière. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a de la bonne volonté derrière, parce que les gens veulent changer les choses, mais c'est inopérant. C'est inopérant complètement, et malgré la bonne volonté, au contraire, on maintient les femmes sous tutelle avec cette façon de voir les choses. Donc, voilà, donc je conclus rapidement. En conclusion, non, ce que je veux dire, je ne veux pas trop me tromper, je ne veux pas non plus trahir la mémoire de Nono, mais j'ai envie de le placer un peu dans le prolongement de ce qu'on a appelé le féminisme masculin. Ces intellectuels des années 20-30
qui étaient dans une toute autre... Ils étaient dans la problématique condition de la femme, hein. Très bien. Mais lui, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, je veux dire, de cette trempe-là, on peut le situer un peu dans ce prolongement, mais en ajoutant bien évidemment qu'il l'a fait dans une toute autre perspective, celle que je viens d'évoquer. Voilà, et merci. Merci Aïcha. Dans le même axe, puisqu'on va écouter un message de Dalila Morsli qui nous dit Nourdine Saadi, féministe. Voilà. Donc, comme l'intervention est assez longue, je demanderai à Souad Baba Issa qui va nous la lire et qui fera un témoignage sur Nono après. Nourdine Saadi, féministe. Je croyais impossible, indécent, injustifiable d'écrire à la mort, à l'occasion de la mort. Comme Jacques Derrida, à qui j'emprunte ces mots, je croyais impossible d'écrire à l'occasion de la mort de Nono, d'écrire avec ce sentiment de solitude que nous ne pouvons pas vaincre, comme dit Édouard Glissant. La femme et la loi en Algérie et l'analyse minutieuse et parfaitement éclairante du dispositif juridique mis en place en Algérie à propos des femmes. Nono montre que la loi algérienne fonctionne sur une double référence nécessairement source de contradictions et d'incohérences, la référence à certaines normes du droit international que l'Algérie ratifie tout en se gardant de signer les textes d'application plus précis, et la référence à la charia ou des pratiques sociales et culturelles qui, dans les faits, rendent caduques les protections prévues par le droit international et autorisent les discriminations. Il explique dans le détail comment ces contradictions à l'œuvre au niveau des droits civils, des droits économiques et sociaux, ou encore les droits constitutionnels et politiques, débouchent sur la promulgation d'un code de la famille parfaitement discriminatoire. Il utilise les formules de femme en rondelle, citoyenne à part domestique, pour décrire la réalité de la condition des Algériennes. La cause profonde des discriminations exercées contre les femmes se situe en réalité au niveau de la difficulté ou de l'impossibilité pour les hommes d'affronter le corps des femmes. C'est sur le mode littéraire qu'il expose cette conviction dans le soutien qu'il apporte à la jeune féministe égyptienne Alia Magda El Mehdi, poursuivie de tous les anathèmes pour avoir déposé sur son blog une photo d'elle nue. Sous la plume de Nono, elle crie « Mon corps porte les femmes du Nil. En moi, je suis fille d'Alexandrie comme Cléopatra, de Abdelweb ou Justine de Durel, comme Baya de Chahine. J'aime et je crie ma liberté de femme. Je suis Alia Magda de Mehdi, nue dans vos yeux, au propre comme au figuré, une métaphore de la vérité. » C'est dans ce va-et-vient, entre essai et fiction, dans l'itinéraire de ces personnages féminins en particulier, que l'on peut découvrir et suivre le cheminement de la pensée féministe de Nono. Il dit lui-même dans un entretien accordé à Nadia Bouzgran, dans Confluence en 1998, l'importance qu'a à ses yeux la littérature. J'ai un profond rapport avec mon pays par l'écriture, car la fiction et la littérature permettent des champs plus féconds, parfois, que le seul rapport à l'événement. Merci. Merci Souad pour c'était un texte de Dalila Morsli. Et maintenant on va écouter le témoignage de Souad elle-même qui a connu Nono. Nourdine Saadi, hommage après hommage, nous ressentons toutes et tous son absence. De son patrimoine littéraire, nous pouvons lire, relire, titre après titre, chacune de ses œuvres. Une majorité d'entre nous retrouvons en chacune d'elles comme notre destinée humaine. Nourdine Saadi, je ne l'ai pas rencontrée à Constantine ou à Alger, ni à son arrivée à Paris. Je connaissais son engagement militant, mais aussi son engagement féministe auprès des femmes algériennes, marocaines, tunisiennes, visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans son double aspect juridique et culturel. Dans ces temps où l'universalité est remise en cause dans nos luttes féministes par le relativisme culturel, me revient à l'esprit sa phrase dans La femme et la loi en Algérie. Les femmes algériennes font face à un obstacle fait de pathos religieux, coutumier ou ancestral, qui oppose une tradition assimilée à soi-même à l'authenticité contre l'universel, considéré comme l'autre. Ces dernières années, j'observais cet homme
dont la simplicité m'apparaissait désarmante et la culture et la démarche d'écrivain étaient fascinantes. Nourdine, Nono, toute la poésie de ton écriture est toujours à découvrir, à lire et à vivre comme une trajectoire de vie et de retrouvailles en éternisant ta mémoire dans nos cœurs. Merci. Alors, Hafed, c'est à toi maintenant. Hafed, on a rendu, qui est de Constantine, donc de la même ville que nous. On s'est retrouvé enseignant à l'université d'Alger. J'ai eu le plaisir et le bonheur de travailler avec lui dans la même équipe pédagogique en droit, avec Michel Miaï, Abdelatif Benachnou et Issa Kadri. On faisait une espèce de séminaire qui s'appelait conférence de méthode. Et nous étions un certain nombre d'assistants. Et là, j'ai eu à constater de visu l'intelligence et la vivacité d'esprit de Nourdine Saadi. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il développait une argumentation, elle était irréfutable. Une vivacité d'esprit, une intelligence qui est, je crois, l'une des qualités qui, à mon avis, caractérise le plus Nourdine Saadi, l'intelligence et la franchise. Je reviendrai sur la franchise un peu plus tard. Mais on s'est rapproché beaucoup plus après, quand on s'est retrouvé à Paris. Alors, qu'est-ce qui a pu nous rapprocher? Plusieurs éléments. D'abord, paradoxalement, la musique, parce que quand il a appris que je me piquais un peu de chansons et de musique, il a dit, j'ai mon fils qui fait de la musique et qui joue du oud. Ah tiens. Et il me fait connaître Qaïs, une rencontre avec un R majuscule, vraiment, parce que Qaïs c'est quelqu'un, j'ai pas besoin de le dire, il est devant moi, c'est un homme d'une qualité exquise. Hein. Et il y a un proverbe chez nous en arabe qui dit que Mnin hadak al-urf min hadik as-sajra. C'est-à-dire que d'où vient cette branche? Elle vient de cet arbre-là. Donc on s'est rapproché petit à petit avec Nono, et je ne faisais pas partie de son premier cercle. Et je crois que ces années de compagnonnage ont fait qu'il y avait une complicité, une affection. Combien, ô terre, as-tu emporté de belles personnes? Toi qui caches les visages aimés, toi qui sépares ceux qui étaient ensemble et les condamnes à l'amertume après le bonheur. Merci, Raphaël. Là, je vais donner la parole à Alice J'ai Cherki. entendu beaucoup de choses, y compris sur le trajet en tant que droit, sur le côté du droit de Nono, que je ne connaissais pas. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur ce qui a été dit sur le féminisme, etc. Et je pense que la quête de Nono, au fond, c'était... Et c'est pour ça, je pense aussi que ça l'a conduit à la psychanalyse, c'est qu'est-ce qui cogne du réel et qu'est-ce qu'on peut faire de ce réel pour transformer non seulement l'homme, mais le citoyen et aussi l'universel. Et aussi la connaissance profonde qu'il ne pouvait pas exprimer qu'en chaque être humain, et ça les gens ne le savent pas parce qu'après c'est tu et moi, en chaque être humain, plus ou moins inconsciemment, il y a une part de féminin et une part de masculin. Bon, ça j'improvise là-dessus pour essayer de revenir un peu sur ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Alors maintenant, comme on m'a dit qu'il ne fallait pas parler plus de 10 minutes, cet après-midi, j'ai écrit un texte en me disant il va faire que 8 minutes, c'est très bien. Alors je vais... Voilà. Donc voilà, bon, il y aura un peu de témoignage et aussi d'analyse, si vous voulez bien. J'ai rencontré Nourdine Saadi, pour moi et bien d'autres, je sais, Nono, il y a de nombreuses années, mais enfin moins nombreuses que beaucoup de gens qui ont parlé ici. C'était, je pense, à la fin des années 80,
par l'intermédiaire de Nabil Fares, avec lequel il avait lié une très forte amitié le temps où Nabil était professeur à la fac d'Alger. Très rapidement, mais peut-être je n'ai jamais prétendu être la seule. Notre amitié et notre complicité furent indéfectibles. Nounou, excusez-moi, je suis toujours un peu impertinente, était un de ces rares Algériens qui était, en ce qui concerne le rapport à l'autre, sans préjugés de couleur, de religion et du sexe. Et cela jusqu'à la fin de sa vie, pour moi, plutôt minoritaire, c'était reposant. Et cela n'empêchait pas nos disputations autour des divergences d'appréciation de certaines situations politiques, telles que tout récemment, ça fait un moment maintenant, mais à l'époque c'était tout récent, la Syrie. Ou encore, et c'est pour ça que j'ai appris beaucoup de choses et des témoignages de Sadek et d'autres, l'extraordinaire discrétion ces dernières années, enfin depuis les années 90, de Nounou, autour de son appartenance politique en Algérie, relativement clandestine. C'est le seul sujet qu'il évitait avec moi, et j'avais appris à ne pas poser de questions. En fait, c'était Noureddine, son deuxième prénom d'ailleurs, qu'il préférait au premier. L'homme, l'écrivain, le fidèle en amitié, et aussi, pourquoi pas le souligner, le passionné de foot qu'il venait parfois regarder chez moi avec la bande de jeunes, amis de mon fils, qui squattaient les lieux. Une chose me désolait parfois, c'était la méconnaissance et la discrétion forcée qu'il avait autour de ses problèmes de santé, qui l'obligeaient pourtant depuis de longues années à des traitements contraignants. Faute de mes connaissances médicales, je le houspillais parfois à ce propos pour qu'il sorte de cette méconnaissance. Nounou, ses enfants, petits puis adultes, ses compagnes, faisaient partie de mon univers affectif, provoquant chez moi sollicitude et tendresse. Cela étant, compte tenu du temps qui nous est imparti, j'évoquerai le rapport de Nounou à la psychanalyse, puisqu'il me semble que je suis en mesure de le faire et que, depuis quelques années, plus explicitement qu'avant, certains de ces derniers écrits en témoignent. Pour l'anecdote, et pourquoi ne pas partir des anecdotes singulières, celles qui sont au plus près du réel, qui ne faisaient que faire travailler Nounou pour avancer autour de ce réel qui cogne, à partir desquelles peut être construite l'histoire singulière et l'histoire collective. Telle est la conception que cherchait Nounou toute sa vie et qui est celle d'un psychanalyste. Et c'est la marque de cette démarche que l'on retrouve dans les derniers écrits de Nordine Saadi, mêlant l'histoire singulière à l'histoire avec un grand H. D'abord l'anecdote, puisque je vous dis que c'est à partir de l'anecdote, de ce qui vient au plus près du réel, plus informel, etc., que quelque chose peut se traduire, peut s'exprimer, que ce soit dans l'art, dans la littérature ou dans bien d'autres domaines. Il y a plus de 20 ans, Nounou m'invita très cérémonieusement à un plantureux repas, j'en ai encore un souvenir, pour me dire son intention de faire une psychanalyse et me demander des adresses d'un ou d'une psychanalyste. De ce parcours, je n'en ai rien su explicitement, sinon qu'il avait lieu. Et anecdotiquement encore, plus tard, qu'il avait pris fin. Encore que. Toutefois, en lisant ces derniers livres, j'en ai aperçu la trace, et dans le propos, et dans l'écriture. Et je pense effectivement que j'ai lu bien d'autres de ces livres avant, auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure en parlant de cette écriture à la fois transparente et opaque, dans laquelle on sent ce double mouvement, etc. Mais pour moi, qui ai lu tous ces livres avant, dans lequel justement, parfois ce foisonnement, cette recherche de la formule, etc., était un peu comme un masque finalement, c'est-à-dire comme un masque. Voilà. Ce qui n'est pas, me semble-t-il, dans ces deux dernières écrits. Je fais allusion à
sa contribution au collectif à l'école en Algérie avant l'indépendance, très beau texte, et bien sûr son dernier roman Boulevard de l'Abîme. Dans son texte pour l'ouvrage collectif, alors sans compter le nombre d'expressions familières au langage psy, après coup, de l'écriture, de la notion d'après coup, le fantasme répété chaque fois comme le passage obligé pour pouvoir advenir à l'écriture, l'imaginaire, bien sûr l'imaginaire, quand il écrit les livres sur les artistes, ou même dans ses propos des livres précédents, l'imaginaire est présent, il le formule, mais là c'est presque l'imaginaire qui est utilisé quasiment comme une notion qui touche au concept. Et surtout, dans toute la structure du texte, l'insistance sur les premières sonorités, sur les premières perceptions, sans phrase construite, be, ba, bou, do, vous vous souvenez, mais support de la construction de la trace psychique de l'enfant à l'adulte, trace de la mémoire enfouie qui vient se dire en mots comme un retour du refoulé. Je reprendrai le paragraphe déjà évoqué par Areski récemment, je pense, qui est la fin de ce texte, dans lequel Nono écrit « On partage certes les signes de la langue, mais chacun se les approprie, les incorpore à son imaginaire, à son vécu, car entre le mot et la chose, c'est vraiment un concept aussi, la chose et le mot, c'est un concept quasiment lacanien, enfin, qui est propre, qui est l'articulation entre la chose, c'est-à-dire ce qui cogne, ce qui est là, qui ne peut pas encore se dire, et le mot, tout le trajet qu'il y a à se faire. Et ça, je pense que les écrivains, les linguistes le connaissent, cette conception-là. Il y a notre propre histoire, dit-il. Je dirais plus doctement la construction de notre histoire. Parce que Noureddin Tilla, avec beaucoup de talent, et aussi une certaine réserve, je veux dire, il n'est pas en train de dire justement, c'est ça sa qualité. Il n'est pas en train de dire et moi, il est en train toujours d'interroger ce qui va émerger comme sujet. Tout le talent de la construction des traces psychiques de l'enfance à l'adulte, qui sont le support de l'humain et le propre d'un parcours de psychanalyse. Plus directement encore, se voit le lien avec la psychanalyse dans le livre ultime, Boulevard de l'Abîme, livre bouleversant et dérangeant. Une anecdote encore, quand Nono m'offrit ce livre, lors de l'un de nos pas réguliers, s'annonçaient déjà les prémices de la maladie qu'il allait l'emporter. C'était juste avant qu'il parte aussi au dernier Silla pour présenter son livre, ou dans lequel on a déjeuné juste la veille, et il m'a offert son livre à ce moment-là. Et j'ai pas lu je n'ai lu la dédicace qu'en rentrant chez moi. Elle contenait 2 courtes phrases dans lesquelles il y avait 3 fois le mot mort. Je sais pas comment vous dire, mais c'était comme un signifiant majeur qui revenait, comme pour me transmettre un message. C'était vraiment, je l'ai senti comme ça. Bon, mais plus explicite, j'ai dit, ce dernier texte, car il figure des lettres, toute une partie du livre est faite de lettres écrites aux psychanalystes, peu importe que ce soit du côté du féminin ou du masculin que ces lettres, ça veut être une fiction dans laquelle on reconnaît les personnes, mais peu importe, ça veut être une fiction. Les lettres écrites aux psychanalystes après les séances, et qui disent ces lettres? Non seulement les résistances et les symptômes, mais la souffrance. La souffrance à ne pas pouvoir mettre en mots partageables les traumatismes enfouis, les traumatismes silencieux, comme j'ai l'habitude de dire, qui n'ont jamais trouvé des mots, et surtout des mots venus de l'autre, le père, les autres, etc., intérieur ou extérieur. Et enfin, pour ne pas m'attarder trop, toute la composition du livre est bâtie sur ce que chacun des protagonistes, dans une rencontre impossible avec l'autre, est habité par le secret. Le secret qui ne cesse de pouvoir travailler et qui revient sans cesse vous habiter. Enfin, on retrouve une fois de plus, et ça a toute sa vie et toute
ses préoccupations, vous l'avez tous dit, en témoigne. Dans ce livre, le tissage de l'intime de l'histoire singulière, avec l'histoire avec un grand H, et, j'insiste là-dessus parce qu'il a aussi passé toute sa vie à traquer ces choses-là, l'histoire singulière avec un grand H, et les falsifications et démentis de cette grande histoire. Alors voilà ce que je voulais vous dire de façon très courte. Pour reprendre un peu tout ce qui avait été dit, je crois que ce qu'il faut comprendre dans la démarche de Nono, avant l'analyse, après, pendant tout son parcours de vie qui a été assez chaotique quand même, la vie ne l'a pas épargné dans tous les domaines, c'est comment cette quête du petit garçon, on pourrait dire, qui se cogne au réel et qui cherche à faire advenir un sujet, pas seulement le sien, mais des sujets qui vont être acteurs et de leur histoire et de la grande histoire. Moustapha Ben Ahmed, qui a connu Nono depuis très longtemps, au Pax. Donc j'ai connu Nono en octobre 63. Donc là, c'est un record battu. J'avais été désigné par la direction de l'UNEA et de la JFLN pour nous rendre à Constantine après la guerre des Sables. Donc nous avons animé, grâce à lui, il s'était occupé de la salle en particulier, un débat avec les étudiants et la jeunesse à Constantine qui a abouti à l'incorporation des étudiants pendant 45 jours. Avant 67, déjà au moment de la guerre des Sables, les étudiants avaient rejoint l'armée. Ensuite, on s'est plus ou moins perdu de vue, sauf qu'on se voyait souvent ici, parce qu'on était ensemble, étudiants, moi en sciences écolieux, en lettres, quand il était, je pense, à Nanterre. Et je le croisais dans des manifestations d'étudiants français, auxquelles je ne participais pas, mais je le croisais dans les manifestations que nous organisions. Il venait, donc il avait déjà une double préoccupation. Il était à fond dans les mai-juin 68, et il était avec nous, parce qu'à ce moment-là, on avait des gens en prison, on avait Wali Boumdien, Wali Moufok, on avait Boualem Makouf, etc. On se retrouve ensuite au service national, et là, Hafez, il y avait un point que peut-être, je ne sais pas, il a été arrêté alors qu'il était au service national. Contrairement à ce que j'ai lu, recherché, contrairement à ce que j'ai lu dans des biographies où on le situe arrêté en janvier 70. Il a été arrêté au printemps 71, en même temps que l'interdiction définitive de l'UNEA. La petite anecdote, c'est que ce jour-là, j'étais de corvée, de toilette, on emploie un autre terme à Cherchel, et un jeune du service vient me dire ils ont arrêté Moustapha Ben Ahmed. C'est-à-dire moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On nous avait tellement associés que c'était moi qui devais y aller ce jour-là. Je l'ai revu quand il est revenu du bataillon disciplinaire, comme on disait, de Béchar. Ça a été des retrouvailles, jusqu'à une petite difficulté. Et quelqu'un a parlé des divergences. Une petite difficulté, c'était nos divergences début 92. Je me rappelle très bien une grande manifestation du RAIS, Rassemblement algérien des intellectuels et des scientifiques, à la Maison du Peuple, où nous étions opposés entre partisans de continuer le processus électoral. Je crois qu'en gros, c'était le moindre mal pour certains, et ceux qui étaient pour l'arrêt du processus électoral. Et je me souviens d'une invective assez dure entre lui et moi dans les escaliers alors qu'on quittait la Maison du Peuple. La suite nous a évidemment rapprochés, puisqu'il y a un texte de lui où il dit que finalement c'était peut-être la bonne décision. Et finalement, il s'est rallié un petit peu à ce que avait entrepris le CNSA, Comité national de sauvegarde de l'Algérie. Ensuite, on s'est retrouvé à nouveau ici, toujours présent. Il a toujours répondu à nos appels. Nous avions des activités multiples ici. Il a toujours répondu à nos appels, j'en vois plusieurs, où il prenait la parole, où il exposait, en particulier à Pantin. À un moment donné, on avait beaucoup de possibilités à Pantin. Et ce qui fait que le texte que je voulais remettre, c'est un hommage de Nono qu'on avait égaré et que j'aurais trouvé. C'est l'hommage de Nono
après la mort de Hachmi Sherif, secrétaire général du MPL. Si vous permettez, je vais le dire parce qu'il est plus significatif des évolutions et des sentiments profonds de Nono qu'autre chose. Al-Hachmi, l'ami. J'ai cherché d'où pouvait venir cette appellation et j'ai compris Hachmi était secrétaire général de l'AFTEC quand Nono était secrétaire général du syndicat d'enseignement supérieur. Donc c'est là, à mon avis, qu'ils ont noué ces relations intimes qui fait qu'il est son ami, plus que son camarade, je veux dire. Est-ce un hasard? Presque au moment où je m'apprêtais à t'écrire, en fait, il écrivait à Nono, à Hachmi, c'était un message posthume qui devait m'adresser à moi. Je reçois, adressé par l'ami Nasreddin, une photographie en ton compagnie, au dos, comme une légende, ces simples mots. Fête de l'UMA 98. En ce même lieu, le même mois, 7 ans après, nous nous sommes réunis autour de toi, absents, pour évoquer ta mémoire. Ah, la mémoire. Je refoule des images, des souvenirs brusquement surgis. Il y aurait tant d'anecdotes, de moments à remémorer. Il y en aurait plein la tête de ses amis, sous ces visages d'où perle de temps en temps une larme, vite effacée. Voilà longtemps que nous arpentons les allées de cimetière, et je me souviens de tes chagrins, de tes colères. Abdelrahman. Mais comment les citer tous? Depuis, nous avons appris à parler, à écrire à nos morts. Les balles des assassins n'ont pas eu raison de toi. L'autre mal ne t'aura pas épargné malgré cette longue lutte contre la maladie. Je me souviens de ce dimanche où, sortant de l'hôpital, tu avais réuni tes amis dans une salle de banlieue parisienne avant de rejoindre Alger. Je me souviens donc de ton sourire d'au revoir. La dernière image que je garderai de toi, ce désir, cette volonté de vie que je regarde sur cette photographie en t'écrivant. D'autres sans doute, mais il y a eu tant d'hommages, y compris de ceux que tu n'attendais pas. On dit ou dira encore, le patriote, le moudjahed, le militant. D'autres certainement rapporteront combien tu fus, combien tu restes, une mémoire de ce pays que tu as tant aimé. Tant tu auras connu, fréquenté, estimé, amis et camarades, syndicalistes et journalistes, dockers et hommes de culture, moudjahidines et moudjahidettes ou paysans. Tant ta frêle silhouette laissera toujours son ombre dans les rues de nos villes, rasant les murs du temps de la clandestinité, ou si présent durant les manifestations et les meetings. Ton dernier combat, tu ne l'auras pas seulement mené contre cette tumeur qui te rongeait le corps, mais bien plus par ta colère contre ceux qui nous demandaient par référendum de changer nos souvenirs, d'effacer ces horribles scènes de barbares, intégristes, bourrant de terre la bouche d'enfants avant de les égorger, de survivants se barbouillant en hurlant, le corps, les mains, du sang des sacrifiés, criant la lalie. Au fond, je crois que par-delà l'homme politique, tu seras toujours resté au fond de toi l'artiste que tu te destinais à être, le cinéaste de Tarfa, le poète, cette voix si singulière, maniant le berbère, l'arabe, le français, pour dire le cri de cette terre, ce pays que tu as tant aimé. Tu sais, me l'a dit, que tu aimais particulièrement l'un de ces arbres emblématiques, le figuier. J'avoue que je n'ai pas envie de parler de cycle, d'évoquer tous les combats politiques, de rapporter des souvenirs, de tresser des mots d'hommage. D'autres le feront, car ils sont si mérités. Je voulais simplement te dire encore une fois, salut l'ami, par le figuier et par l'olivier. Hamd aussi ne vient pas de la même famille politique que Nono Saadi, mais ils ont appris à se connaître, à dialoguer. Tu pourrais venir dire deux mots. Je l'ai connu donc sur le tard, au moment où il faisait de la littérature, et je crois que c'est là où il s'est réalisé pleinement, à mon avis. Tout son parcours, ses luttes politiques diverses, bien sûr, c'était quelque chose qu'il n'a sûrement pas renié et qu'il aurait revendiqué avec force. C'est une évidence. Mais je crois qu'il a vécu un peu toute cette période-là comme une vie un petit peu dans un carcan d'une certaine façon. Et le passage à la littérature, ça a été une grande libération. Je crois que ce qui le caractérise, c'est en fait un combat contre les tabous. Et je crois que moi j'ai connu donc un Noreddin Saadi très libre et extrêmement généreux.
Et son nom, Nono, ça ne va pas du tout avec l'intellectuel qu'évoquait Ali Ben Chenab, par exemple. Et effectivement, ce nom, ça brisait les barrières avec les gens qu'il rencontrait et qui le mettaient à l'aise. On n'avait pas du tout l'impression de discuter avec un intellectuel, un homme très cultivé, mais on était très libre et très à l'aise avec lui. Et c'est cette générosité pour toutes sortes de causes justes qui le caractérise. Voilà. Merci, Han.
chanter un chant du Malouf de Constantinople. Il eût été bien que maman soit avec nous, Jamila Sardi, mais bon, elle a été bloquée par les intempéries. Je pense que sa parole aurait été d'une grande richesse pour nous tous, parce que bon, elle a été non seulement l'épouse de papa, mais elle a aussi accompagné dans toutes ces différentes vies, qui ont été ses vies de militantisme, de formation à l'université. Ils ont eu d'une certaine façon un parcours similaire, ils se sont un peu suivis. Et finalement, jusqu'au décès de papa, ils sont restés amis. C'était pour ma mère et pour nous, bien évidemment, une grande source un puits d'échanges intellectuels extrêmement précieux. Donc je pense que comme pour vous tous, qui étiez ses camarades, ses amis, ses compagnons, la grande perte, elle est intellectuelle en réalité, parce qu'on perd une sacrée référence et une sorte de dialogue qui s'est rompu. Comme vous le savez, Nono lisait énormément, il était extrêmement curieux de tout ce qui pouvait arriver à la fois en Algérie et dans le monde, puisque d'une certaine façon c'est un homme ouvert à l'universel, un grand humaniste, tout l'intéressait, bien évidemment un attachement extrêmement profond à l'Algérie, une connaissance très fine de notre pays, de ce pays, mais aussi une ouverture sur le monde. Et on perd, je pense, voilà, la grande perte, elle est bien évidemment affective et émotionnelle. Ça, c'est même de l'ordre du choc, compte tenu de l'extrême rapidité et brutalité avec laquelle il est parti. Mais on perd aussi une personne, pour nous, un papa de lumière, c'est nous. Voilà, qui nous a en fait de manière extrêmement subtile et fine et imperceptible formés intellectuellement. Il a probablement forgé le regard qu'on porte sur le monde. Alors chacun d'entre nous à sa manière, avec les trajectoires qui sont les siennes, certains plus artistiques, d'autres avec les mots, mais sans doute un regard sur le monde, un regard critique. Évidemment, puisqu'il avait ce regard courageux et critique des choses. En tant que fille, c'est évidemment la question du féminisme qui revient, puisque tous les témoignages extrêmement riches qui ont été apportés aujourd'hui, et aussi
le soir de la veillée hein, de papa, il y avait eu des témoignages très riches sur son engagement et même le fait qu'il ressentait très profondément cette condition de la femme en Algérie. Cet écrit, qui est un écrit, de mon point de vue, l'un des plus forts, qui est Femmes et loi en Algérie, qui est évidemment fondamental. Alors ça, évidemment, ça a été décrit de manière extrêmement détaillée et précieuse hein, par certains d'entre vous. Sur le versus plus intime, il était un papa féministe. Et donc cette question-là, on la vivait au quotidien, c'est-à-dire qu'on a pu, filles et garçons, nous épanouir intellectuellement, humainement, et tout ça sans que des mots ne soient dits, sans que ce soit avec emphase ou de manière péremptoire, mais c'est vraiment de l'ordre de l'imperceptible. Voilà, donc ce que je garderai, c'est voilà, c'était cette image du papa, de la personne, de la personnalité féministe attachée à la condition de la femme, en révolte contre cette inégalité fondamentale qui touche à la question de la citoyenneté finalement, qui est une question éminemment politique, cette question de l'inégalité entre deux catégories de citoyens. Il y a un autre aspect que je retiens, je ne sais pas si notre sœur Sarah et mon frère Caïs ont la même perception des choses, mais c'est évidemment l'attachement à l'Algérie. La volonté vraiment manifeste de nos parents de nous faire connaître l'Algérie en profondeur, ne pas rester sur cette surface du littoral, les yeux rivés vers l'Europe et l'Occident, mais une vraie connaissance de l'intérieur, déjà en nous scolarisant dans un établissement de quartier, dans une école algérienne où on s'est extrêmement épanoui, où on était bien, on n'a jamais autant ri que lors de notre enfance et notre jeunesse en Algérie. Sur l'école algérienne, on pourra en discuter. Il y a quand même dans nos enfances, voilà, quelque chose de bon qui a été très joyeux, très caustique, et en même temps une forme de brutalité, parce que bon, on est en construction, forgé par ses contradictions et ses colères, évidemment, ça n'est pas anodin, mais quand même, qu'est-ce qu'on a ri. Voilà. Et avec mes parents, ce qui a été extraordinaire, et papa a été le moteur de ça, et maman aussi, c'est cette volonté de nous emmener partout. Donc on prenait une voiture toute simple, et puis on allait dans le sud, ou à l'est, ou à l'ouest, tout ça en auto, en voiture, on s'arrêtait parfois dans des lieux improbables. Et puis c'est maman qui conduisait, absolument. Et voilà, mais papa qui était copilote. et ça nous a... non. Voilà. Oui. Et ça nous a donné ce sentiment de nous sentir intimement chez nous, faisant part de quelque chose de plus global. Le sentiment aussi de vivre certainement une période exceptionnelle parce que politiquement les événements ont été très forts. On les a vécus à une période de jeunesse et d'adolescence, et le fait de les vivre en écho dans l'espace intime et familial qui était celui de notre maison, où on lisait la presse, où on parlait politique à table tout le temps, ça a été quelque chose d'extrêmement formateur. Donc en réalité, et encore une fois de manière très subtile et imperceptible, la maison a été un lieu de formation politique où on débattait de tout, voilà, où mes parents avaient lu la presse, donc ils nous relataient ce qui se passait, on donnait notre avis, etc. Et en fait, je pense que la grande richesse c'est celle-là. Et peut-être aussi, bon, comme beaucoup de vos foyers probablement, le fait d'avoir une immense bibliothèque. Alors ça c'est précieux parce que quand à l'âge adulte on se rend compte qu'on avait tous ces trésors à portée de main, et qu'on a grandi avec un immense couloir et une immense bibliothèque et tous ces ouvrages à portée de main, voilà, ça c'est quand même assez merveilleux. Après, oui, alors il y avait effectivement le Capital, alors là c'est vrai que ça prenait beaucoup de place. Oui, il y avait quand même de très beaux morceaux de la littérature française notamment, et arabe aussi, traduite ou en arabe. Et ça c'était assez fort. Ce sont des choses qui forgent durablement et qui probablement, lorsqu'on est adulte, posent la question de l'héritage intellectuel, de la trajectoire, du chemin de vie. Finalement, quel est le sens de tout ça ?
Voilà, comment, à titre personnel, continuer, alors chacun évidemment ayant sa propre trajectoire, mais d'être de manière aussi intelligente, être dans une acuité intellectuelle et en même temps un cœur qui bat aussi fort. Voilà, je crois que c'est cette dialectique entre les deux qui paraît assez incroyable, de pouvoir dialoguer avec les esprits les plus exigeants et de pouvoir finalement avoir les moments les plus précieux avec les personnes les plus humbles. Voilà, c'est cette double approche que je trouve assez fascinante. Et puis après, bon, il y a des choses beaucoup plus intimes qui sont des choses de l'ordre du deuil, qui en fait, c'est un processus très curieux qui fait qu'en fait, la boîte à mémoire, on ne veut pas l'ouvrir parce que c'est un peu compliqué, donc on la laisse bien fermée et puis on n'ouvre que des petits pans de pensée par thème, par exemple la musique, puisque papa, les dernières heures, le jour et demi, les 2 derniers jours de sa vie est parti en musique en réalité. Voilà, donc c'était un très bel hommage que de finir en musique aussi. Bravo. Je rappelle que Jamila Saadi s'est excusée parce qu'elle était malade, en plus les problèmes de circulation. Habib Tengour aussi est malade. Il devait venir. Mourad Yeles, Mohamed Harbi aussi s'était commandé ce matin parce qu'il était vraiment dans un état. Voilà, je vous remercie tous d'avoir partagé avec nous ce moment d'hommage à un homme. Merci.